La dernière chose dont il se souvenait avant de sombrer dans le sommeil, c'était ce supplice nocturne, les ronflements de son colocataire, si puissants qu'ils lui donnaient des envies de meurtre. Pourtant, lorsqu'il rouvrit les yeux, ce ne fut pas le plafond crasseux de la chambre universitaire qui l'accueillit, mais le visage incroyablement séduisant d'une jeune femme à la beauté troublante. Le genre de visage qui fait exploser tous les classements de popularité dans les jeux mobiles. Lui qui avait passé 20 ans de sa vie à vivre en solo complet, sentit ses joues s'embraser instantanément. Le regard encore embrumé, il observa les alentours. Tout, de la décoration élégante au parfum discret de bois laqué flottant dans l'air, semblait tout droit sorti d'un roman de Wuxia ou d'un jeu de simulation d'époque. Était-ce donc cela, le fameux établissement de luxe version ancien fantasy, dont les rumeurs circulaient sur le net? L'impression était si saisissante qu'il crut rêver. Il tenta alors de se remémorer ce qui s'était passé la veille. Il se revit, suant sang et eau, transportant jusque dans sa chambre une antique console VR pesant pas moins de 100 kilos, héritée d'un oncle obscur. Il n'en avait pas vraiment l'usage, et pensait déjà à la revendre sur un site de seconde main pour en tirer un peu d'argent. Mais son colocataire s'était aussitôt moqué de lui, lançant qu'un engin pareil même vendu au kilo à un ferrailleur, prendrait encore trop de place pour que ce soit rentable. Agacé, il avait failli lui sauter dessus, mais son camarade s'était empressé de jouer les médiateurs, inutile de se battre, après tout ils étaient des gens civilisés, et puis avait-il ajouté, n'était-il pas un éveillé? Attaquer un civil même pour une insulte, restait puni par la loi. Dans ce monde, certains humains un jour, avaient vu leur potentiel soudain s'éveiller. Cela s'était produit après l'apparition des portes, des portails reliant leur réalité à un autre monde, peuplé de créatures aussi puissantes que monstrueuses. Face à cette menace, les « éveillés » étaient devenus le dernier rempart de l'humanité. On raconte que l'un d'entre eux, Asmodeus le roi démon, avait été abattu au prix d'une guerre titanesque. Pourtant, les portails ne s'étaient jamais refermés. Et avec leur présence, un nouveau métier avait vu le jour, aventurier explorateur de mondes parallèles. Lui, Taeyong, n'était qu'un éveillé de rang F, le plus bas de l'échelle. Et cette fameuse console, il l'avait finalement allumée juste par curiosité, se demandant s'il devait la balancer à la poubelle ou tenter de la revendre en douce. Il avait même découvert à sa grande surprise, un vieux manuel d'instruction à l'intérieur. Qui pouvait bien écrire un manuel pour une telle antiquité? Encore plus fou, cette console avait été fabriquée pendant la guerre sémantique mondiale. Qui, dans un tel contexte de chaos, aurait l'idée de lancer une console de jeu? Il avait vite refermé le manuel, puis s'était étalé sur son lit, bien décidé à dormir. De toute façon, il s'en moquait, ce truc, il n'avait qu'à le jeter. Mais le sommeil eut à peine le temps de le gagner que les ronflements infernaux recommencèrent. Il avait sérieusement envisagé de faire taire son coloc à coups de coussin, avant de se résoudre à une autre idée. Il grimpa dans la console, espérant qu'elle puisse au moins l'isoler du vacarme. Peut-être que l'intérieur offrait un minimum d'insonorisation? Il s'était dit qu'il reprendrait sa recherche d'emploi dès le lendemain matin. Après tout, sa mère et sa petite sœur avaient un loyer à payer. C'est sur cette pensée un peu morose qu'il s'était endormi. Mais voilà, pendant son sommeil, la console, appelée ARK 2020, s'était activée toute seule. Et sans même le consulter, elle avait créé un compte pour un jeu nommé Kim Tak-young. Quand il s'était réveillé tremblant, encore honteux de s'être retrouvé face à une beauté aussi renversante, tout lui était revenu d'un coup. Il comprit qu'il n'était pas dans une chambre d'auberge, mais bien dans le jeu. La jeune femme en question, visiblement tout aussi surprise que lui, était en train de marmonner des choses incompréhensibles. Il avait tenté d'engager la conversation, espérant glaner quelques informations, mais ce qu'elle disait ressemblait à du makabaka, du charabia pur. L'ambiance devenait franchement gênante. C'est alors qu'une fenêtre de système s'afficha devant ses yeux. Pendant qu'il dormait, la console avait choisi toute seule le jeu, avait créé un avatar, et même activé un pack linguistique. Grâce à ça, il comprenait désormais les paroles de la demoiselle. Une bonne chose, mais tout ce qu'il voulait, c'était crier « Je n'ai rien fait, moi ». Grâce à une rapide discussion, Taeyong parvint à apprendre que la jeune femme se nommait Yua, et pas n'importe qui. Yua, la numéro 1 du plus prestigieux établissement de divertissement de Shuangxi, une courtisane célèbre, une véritable fleur de jade auréolée de gloire. Rien qu'à l'idée de se trouver face à une telle figure, Taeyong n'osait plus soutenir son regard. Il n'aurait jamais cru que dans un monde pareil, il aurait l'occasion de converser avec une telle beauté. Et tandis qu'il balbutiait encore, le système lui annonça l'activation du tutoriel. Sa première mission, recueillir des informations par l'intermédiaire de Yua et en apprendre davantage sur sa propre identité dans ce monde. Taeyong, fidèle à sa maladresse naturelle, enchaîna 3 questions directes à la suite. Grâce à cette approche, il découvrit qu'il incarnait désormais Jin Taeyong, benjamin d'une famille noble de Taiyuan, dans la région du Shuangxi. Une famille respectée, généreuse envers le peuple durant les grandes sécheresses, sa réputation auprès des gens était donc excellente. Un fils de bonne famille, autrement dit, un riche héritier, pas mal. Sauf que les mots suivants de Yua vinrent briser d'un coup cette petite euphorie. Mais tout à coup, l'ambiance bascula. Ce que Yua lui révéla ensuite fit voler en éclats son petit rêve éveillé.
Il venait d'apprendre que le troisième fils de la famille Jin, dont il occupait désormais l'identité, traînait derrière lui une réputation déplorable. Dans les rues, on le surnommait sans détour un vaurien, un bon à rien, un fils de riche décadent et sans scrupules. Sur le moment, Tae-young avait acquiescé machinalement, comme s'il s'agissait d'une rumeur banale sur les rejetons de la haute société. Après tout, n'y avait-il pas dans chaque grande famille un ou deux enfants indignes? Mais son esprit s'emballa lorsqu'il réalisa une chose, la famille Jin ne comptait que 3 fils, et maintenant, il venait d'en devenir le dernier, le fameux bon à rien. À cet instant, le système toujours aussi attentionné, lui offrit un titre spécial, honte officielle de la famille Jin. Il s'efforça de ne pas exploser. Calme-toi, se dit-il, ce n'est qu'un jeu, une expérience virtuelle, rien de réel. Mais un éclair de lucidité vint frapper son esprit comme une décharge, ce n'était clairement pas le moment de jouer. Il avait encore un loyer à payer, un boulot à chercher, sa mère et sa petite sœur comptaient sur lui. Il leva les yeux vers le ciel en criant qu'il voulait quitter immédiatement le jeu. Mais au lieu d'une réponse, ce fut une gêne profonde qui s'abattit sur lui. Yua, déconcerté par cette scène soudaine, avait même l'air de vouloir appeler une amie pour assister à ce spectacle absurde. Un seul spectateur pour un tel numéro, quel gâchis. Et la réponse du système fut cinglante. Quitter? Impossible, absolument impossible. Là, un frisson glacé lui traversa la colonne vertébrale. Il se remémora avec amertume les moqueries de son colocataire. Il aurait vraiment dû jeter cette foutue console aux ordures dès le début. Et maintenant qu'il y pensait, il y avait bien ce manuel d'instruction. Il n'en avait pas lu une ligne, et voilà qu'il s'était précipité dans un piège. Le genre de jeu où l'on n'a droit qu'à une seule vie, mourir ici signifiait mourir dans la réalité. Ses jambes flanchèrent, et une seule pensée traversa son esprit. C'est fini pour moi. Un simple sommeil l'avait projeté au cœur d'un bordel luxueux. Il y était entouré de femmes sublimes et portait le statut de jeune maître d'un clan influent. Le rêve de n'importe quel homme, mais lui n'avait qu'une envie. Revenir à sa vraie vie, bosser dur, et payer le loyer. Hélas, cette vie se déroulait dans un monde virtuel, et la règle était claire, une seule mort, et c'est la fin, définitive. Le système, lui, ne se gênait pas pour le lui rappeler, tu es peut-être venu sans le vouloir, mais partir? Pas question. Il n'avait pas été aussi désemparé depuis son interminable crise existentielle de 7749 jours. Cette fois encore, il se retrouva face à un dilemme de vie. Et comme tout héros acculé dans un anime shonen, il céda, il accepta sa défaite. Il se résigna à suivre les ordres du système, et à faire ses missions en paix. Il grimpa alors à bord d'un luxueux carrosse à traction magique, version 4 chevaux boostés, et retourna sagement au domaine familial, bien décidé à profiter de sa richesse virtuelle au lieu de courir les ruelles. Après tout, la famille avait des mines, pourquoi s'en priver? Mais ce maudit système ne lui laissa même pas le temps d'apprécier la cinématique. À peine arrivé, il reçut la seconde phase du tutoriel. Heureusement, cette fois la tâche semblait simple, faire un état des lieux de son personnage. Encore heureux qu'il fût issu d'une famille de maîtres d'arts martiaux. Certes, son niveau n'était que celui d'un 3e classe, mais quand même. Ce qui l'interpella surtout, ce fut ce score de 0 en réputation, absolument humiliant. En bon bourrin qui se respecte, Tae-young choisit de répartir équitablement ses 100 points d'attribut entre les 3 stades de base. Aussitôt, son corps fut enveloppé d'une intense lumière énergétique. Un moment dramatique et grisant, qui le ramena à son propre éveil dans le monde réel. Cette sensation, c'était la même. Une montée de puissance, une poussée de vitalité, un frisson électrique, comme s'il s'apprêtait à franchir un cap, à libérer une force enfouie. Il atteignit alors le rang de guerrier de seconde classe. Mais il ne se laissa pas emporter par l'euphorie. La suite du tutoriel lui apprit que toutes ses compétences étaient verrouillées. Le développeur de ce personnage avait visiblement eu la flemme de finir le job. Aucun sort, aucun style de combat activé, un désastre. Mais bon, il restait encore les points de compétence. Il examina alors les 2 grandes voies de développement, les méridiens, pour les maîtres d'arts internes à la sauce mage, et les os fondamentaux, axés sur la force brute et les arts martiaux physiques. En tant qu'ancien guerrier, dans la vraie vie, du genre à enchaîner petits boulots et galères sans relâche, il ne se fit pas prier. Le style bourrin, il connaissait. La voie du poing, de l'endurance et de la stabilité. Il se décida pour un build guerrier pur, façon tank. C'était pas brillant, mais ça avait le mérite d'être fiable. Le système toujours aussi sadique, lui proposa une expérience complète, façon massage thaïlandais sous stéroïdes, un soin du corps si intense qu'il en douta de son existence. Un instant, il crut perdre la raison, mais les résultats étaient là, une carrure impressionnante, des muscles taillés dans le roc, à tel point qu'il se demanda si n'importe quelle beauté ne fondrait pas devant une telle apparence. Avec cette nouvelle assurance, il avança jusqu'à son inventaire. Il ne lui restait plus qu'à l'ouvrir pour valider la mission. Mais le système n'allait sûrement pas être aussi généreux. Et comme il s'en doutait, les vêtements qu'il reçut en récompense étaient à peine dignes d'un joueur de bas niveau. Il les enfila quand même, non sans soupirer. C'est alors qu'il remarqua une fonctionnalité intéressante. L'équipement se ramassait et s'équipait automatiquement, pratique. La mission fut validée d'un coup, et une nouvelle s'afficha aussitôt.
Cette fois, il recevait même une lance longue dotée d'un effet visuel de dégâts, pas vraiment son style, mais refuser une récompense gratuite? Hors de question. À peine eut-il terminé la lecture de l'objectif suivant qu'une voix retentit derrière la porte. Le cocher signalait un petit problème. Une bande de bandits de grand chemin venait de surgir sur la route pour tendre une embuscade. Petit problème? Sérieusement? Le chef de la bande, un barbu impressionnant, bandit professionnel depuis l'enfance, dont le rêve ultime était de devenir le roi des voleurs. Chaque jour, il bossait avec ardeur, volant, attaquant diligemment. Ce matin-là, il s'était levé avant l'aube pour organiser cette attaque. Il aurait dû simplement se rendre au marché matinal, et pourtant, comme poussé par une force invisible, il s'était éloigné du trajet habituel, pour finir par tomber nez à nez avec un bolide tout-terrain, une calèche à 4 roues motrices, bardée de puissance et de luxe. Une occasion rêvée de frapper un grand coup, pensa-t-il sur le moment. Dans la réalité présente, Tae-young tremblait comme une feuille à l'arrière du véhicule, tandis que le cocher imperturbable affirmait que ce genre de petite scène, il en avait vu d'autres. Il encourageait même son jeune maître à observer comment un humble serviteur allait déployer ses talents. À ces mots, Tae-young comprit une chose, tous les moines balayant les cours de temple n'étaient pas forcément faibles, certains dissimulaient de redoutables pouvoirs. Le duel débuta à distance, sans même une attaque physique, 2 experts, chacun dégageant une aura si écrasante qu'elle semblait distordre l'air entre eux. Pourtant face à cette démonstration, le chef barbu des bandits resta de marbre. Alors le cocher avança et lança une rafale verbale, un discours tranchant destiné à faire reculer l'ennemi en préservant son intégrité physique, à condition de s'en retirer immédiatement. S'il allait trop loin, rappelait-il, il pourrait bien finir réduit en poussière par les nobles présents dans la calèche. Mais le barbu n'en avait cure. Pire encore, il exigea que le grand personnage sorte en personne. À cet instant, le cocher fulminant n'en pouvait plus. Ce bandit osait bafouer sa dignité devant son jeune maître? Il tourna les talons sans un mot, regagna la calèche et lança à pleine voix que le moment était venu, que le jeune maître montre sa puissance. Ces hommes, disait-il, ne méritaient même pas de vivre. Il ajouta même les yeux brillants d'admiration, que la réputation de l'épée céleste de Mi-young avait depuis longtemps conquis les contrées, et que dès ses 20 ans, il était déjà un génie épéiste redouté. Mais Tae-young affolé, nia de toutes ses forces, non, ce n'était pas lui. Il ne savait pas manier l'épée, et il n'avait jamais été ce type de héros, il suppliait presque qu'on arrête de dire n'importe quoi. Pourtant, rien ne pouvait arrêter le cocher dans sa descente vers la catastrophe. Et malgré ses protestations, Tae-young eut à peine le temps de murmurer qu'il s'appelait Tae-young et non ce Mi-young, prétendument légendaire. L'univers sembla s'arrêter. Le cocher, encore plein d'espoir, voulut vérifier l'identité. Était-ce bien ce schnappant de 3e fils du clan Jin? Tae-young, sans la moindre pitié, prononça sa sentence de mort. Ce fut alors que le cocher, dans un réflexe désespéré, écuma de la bouche et s'écroula au sol, feignant la mort dans une performance grotesque. Les bandits eux-mêmes manquèrent de s'étouffer de rire. Mais malgré le ridicule de la scène, ils s'étaient déjà rapprochés, il n'était plus temps d'hésiter. Le système venait d'assigner une nouvelle mission, repousser les bandits. Soudain, un énergumène à la coupe en crête surgit en tête du groupe. Il entama le combat par une attaque, flamboyante de nullité, même un faux Hadouken joué en slow motion dans une fête de village aurait été plus percutant. Tae-young, pris au dépourvu, n'eut d'autre choix que de couvrir sa tête en criant que ça suffisait. La scène était d'une absurdité gênante. En observant la troupe hétéroclite qui se tenait devant lui, squelettique, clown sans envergure, sans doute moins solide que des gobelins débutants, son courage revint peu à peu. Il leva les bras et prit position. 1, 2, 3 pas. Il concentra toute son énergie intérieure dans ses jambes, et la seconde suivante, il s'élança à une vitesse telle que son corps devint flou à l'œil nu. Lorsque le barbu réagit, il était déjà trop tard. La lumière de sa lance fusa comme une traînée d'étoiles. Une frappe, un seul impact, game over. Le système confirma la réussite, ennemi vaincu, niveau augmenté, point de compétence débloqué. Mieux encore, il venait de débloquer une technique secrète du clan Jin. Le tout avait laissé les bandits bouche bée, comme frappés par la foudre. Brandissant sa longue lance avec autorité, il les défia d'un regard. Qui d'autre veut tenter sa chance? 3 mouvements suffirent à Tae-young pour expédier les troubles faits au tapis. Puis il poursuivit son chemin, décidé à rentrer enfin. Appuyé contre la fenêtre, il se demanda pourquoi son colocataire ne l'avait pas encore réveillé. Cela faisait 3 jours qu'il errait dans ce monde. Il se rappela que ce dernier lui avait parlé de la dissociation temporelle dans les jeux VR. Le temps dans le jeu et dans la réalité ne coïncidaient pas, mais honnêtement, c'était trop compliqué à comprendre. Il abandonna l'idée après 5 secondes de réflexion. À ce stade, ce qui importait vraiment, c'était de répartir ses points de compétence. Les techniques du clan Jin, en particulier la maîtrise de la lance et l'art du déplacement, étaient de haut niveau. Et il découvrit même que sa technique de respiration interne appartenait à une classe élite. Son rang s'éleva alors à 2 étoiles. La mission suivante semblait simple, se concentrer, harmoniser son énergie, à condition bien sûr, de ne pas mourir ou de ne pas faire exploser ses méridiens.
Théoriquement, cela ne devait poser aucun problème, mais en pratique, il hésitait. L'idée même de faire une erreur le rendait malade. Il cria intérieurement qu'il voulait arrêter. À ce rythme, même le Bouddha lui-même voudrait sortir de sa méditation et le gifler. Il en vint à maudire jusqu'au dernier pixel de l'arbre généalogique des développeurs du système. Ce machin était devenu une aberration cosmique, un monstre de triche à faire pâlir les boss de fin de MMO. Des heures plus tard, Taeyong n'était plus qu'une coquille vide, lessivé comme après un combo infini sans possibilité d'esquive. Le système, quant à lui, avait jeté le masque, il balançait ses révélations comme des gifles, l'une après l'autre, sans même feindre la compassion. « Tu refuses ? Parfait, je balance la suite quand même. » Il se demanda alors à moitié sérieux, s'il n'était pas encore temps de commander sur internet un sabre de 30 mètres juste au cas où il faudrait trancher cette réalité absurde. Mais il n'eut même pas le temps de formuler sa pensée. Le système sans prévenir ouvrit un trou noir. Quand Taeyong rouvrit les yeux, il se trouvait dans un monde entièrement blanc. Un vieillard apparut alors, l'appelant par son nom. Il n'eut même pas le temps de réagir que le vieil homme posa une main sur son dos, murmurant les versets de l'art du cœur du clan Jin. À cet instant, son énergie, sa volonté et son essence se concentrèrent au centre de son front. Tous les méridiens de son corps s'illuminèrent, traçant des chemins de lumière à travers ses veines. Les circuits d'énergie se mirent en marche, traversant plusieurs cycles complets. La mission était accomplie. Et après tout cela, son dos ne le faisait plus souffrir. Ses jambes n'étaient plus lourdes. Même ses reins affaiblis depuis des années semblaient guéris. Il pénétra ensuite dans son monde intérieur. Un orbe d'énergie rougeoyant comme un soleil flottait devant lui, c'était là sa réserve de puissance, condensée sur 10 années. Mais au même instant, une autre sphère noire cette fois, fit son apparition. Plus petite, mais extraordinairement pure. Et dans l'esprit de Taeyong germa une idée folle, les fusionner. Mais il connaissait trop bien les coups tordus de ce système démoniaque pour baisser la garde. Taeyong ignora l'étrange sphère noire, décidant de poursuivre tranquillement la circulation de son énergie. Il avait presque atteint le domaine du clan Jin de Taiyuan. Désormais, plus rien ne pressait. Il ordonna au cocher de ralentir l'allure, après tout, qui oserait encore se dresser entre lui et son propre foyer. Sur la route, il s'amusa à tester l'un de ses nouveaux talents fraîchement acquis. Une sorte de radar de puissance, inspiré des détecteurs d'énergie à la Freezer. Il l'activa, une onde invisible se propagea autour de lui, traquant toute entité vivante de niveau inférieur à 30 dans un rayon de 10 mètres. Résultat inattendu, son cocher, qui affichait jusque-là un air de vieux moine zen, n'était en fait que niveau 4. Il avait bien failli être pulvérisé par inadvertance. Avec cette compétence, Taeyong se sentit invincible. Fini les moments gênants où il risquait de provoquer un expert masqué dans la rue, désormais, maman n'aurait plus à s'inquiéter pour lui. Mais au moment même où cette pensée traversa son esprit, le système afficha une nouvelle mission. Termine-la, et tu pourras quitter le jeu. Cette fois, le système avait enfin un comportement à peu près humain. Taeyong en eut presque envie de l'applaudir. Fin du jeu, salutations, merci pour tout, il avait déjà les confettis dans les yeux. Et pourtant, son arrogance grandissait à vue d'œil. Le carrosse toucha enfin les grilles du domaine Jin. Mais alors qu'il pensait faire une entrée triomphale, un homme massif vint les intercepter. Il se présenta comme le chef des portiers et exigea un contrôle d'identité. En entendant le nom du troisième jeune maître de la famille Jin, son visage changea aussitôt. Mais au lieu de s'incliner, il ordonna à Taeyong de descendre du carrosse et de suivre la procédure, le tout avec un ton aussi méprisant qu'exaspéré. Il y avait dans ces mots une absence totale de respect. Taeyong bouillonnait, il venait à peine d'entrer dans le jeu, s'était fait rejeter par une courtisane, et voilà maintenant qu'un vulgaire garde de portail osait l'humilier en pleine rue. Jusqu'ici il avait tout supporté, la faim, l'envie d'uriner, l'humiliation. Mais là, c'en était trop. C'était une attaque frontale, un crachat en pleine face. Dans un recoin tordu de son esprit, une pensée complètement absurde surgit. Ce gars-là dans une autre vie, avait soit des 1000 mamies à traverser sous la pluie avec un parapluie en soie, soit oublié de se laver les mains après chaque passage aux toilettes pendant 20 ans. Franchement, il ne voyait pas d'autre explication. Sinon, pourquoi le destin lui aurait-il accordé un karma aussi indécent? Le type venait d'humilier un joueur fraîchement rentré chez lui, encore sonné par un envoi express du système, dans un foutu bordel de luxe. Et pour couronner le tout, quand Taeyong tenta de se défendre, il se fit battre à plate couture. Incapable de rivaliser, il fut ramené inconscient jusqu'à l'infirmerie familiale. Un demi-temps plus tard, il reprit conscience. Tout son corps n'était que douleur. L'euphorie du combat contre les bandits s'était évaporée. Il se souvenait maintenant clairement, il n'avait même pas réussi à toucher le portier une seule fois. Chaque tentative avait été esquivée, ridiculisée. À croire qu'il s'était battu comme un garnement de rue, espérant gagner à coups de bourrade. Le seul succès qu'il avait eu, une tentative désespérée de coup de tête. Personne n'y avait cru. Et là, il se demandait, comment peut-il y avoir autant de différence entre les gens? Sans réfléchir, il attribua tous ses points restants à la vitalité. Car à quoi bon frapper fort si on ne peut même pas rester debout?
Au même moment, dans une autre aile du manoir, un petit gros était agenouillé, exposant la scène à un membre éminent de la famille. Ce dernier d'un calme glacial, n'y prêta guère attention. Il se leva après avoir congédié le messager, et sortit à grands pas. Un peu plus tard, un colosse fit irruption dans la chambre de Taeyong. Encore groggy, ce dernier ne broncha pas. Il ne reconnaissait pas cet homme, et pourtant quelque chose dans son aura hurlait le danger. Puis, son regard fut attiré par l'étiquette rougeoyante au-dessus de sa tête, niveau inconnu, même le système refusait de chiffrer sa puissance. À cet instant, Taeyong comprit qu'il valait mieux éviter tout contact visuel. Ce n'était pas un adversaire, c'était un cataclysme ambulant. En observant les gestes, les mimiques, la posture du médecin et les manières de l'inconnu, son cerveau d'ordinaire pas très vif se mit à carburer à plein régime. Puis, avec une hésitation mesurée, il tenta le tout pour le tout et murmura « Papa ?» L'homme s'était figé, tel un golem pétrifié par la pelle. L'instant d'après, son regard s'était durci. Sans un mot, il avait congédié le médecin d'un simple geste, puis s'était avancé d'un pas lourd. La panique avait envahi Taeyong, ce regard gravé au fer rouge dans sa mémoire. Il s'était préparé à encaisser, mais le coup ne vint jamais. Contre toute attente, l'homme s'était assis à ses côtés le regard apaisé, et avait posé une main étonnamment douce sur sa tête. Il demanda pourquoi il s'était battu aujourd'hui. Par chance, les blessures étaient superficielles. L'instant avait des accents de tendresse fraternelle, mais la scène restait absurde. Cet homme n'était autre que Jin Wikyung, le fils aîné du clan, le grand frère de Taeyong. Il avait reçu un coup sur la tête, merci au portier, et profita de la confusion ambiante pour simuler l'amnésie. L'échange fut suivi d'un long moment de sollicitude, il prit soin de Taeyong comme d'un enfant fragile, et alla jusqu'à lui assigner un guide personnel pour l'aider à se repérer dans la résidence. Taeyong savait qu'il était un riche héritier, mais il ne s'attendait pas à autant de richesse. Certains trimaient toute une vie pour s'offrir une chambre de 12 mètres carrés, lui, à peine sorti du berceau, vivait dans un manoir royal. Il explora donc les lieux, découvrant des couloirs infinis, des pièces à thème, et une étage entière dédiée aux garde-robes. Les passions de son frère avaient quelque chose de franchement déroutant. Mais d'après cette balade, il finit par atteindre le sanctuaire, une vaste salle remplie à ras-bord de livres, de rouleaux anciens, de parchemins. Il en attrapa un au hasard, un manuel d'art martial. Malheureusement, une technique de 3e zone. Il se souvenait du message du système, il ne pouvait apprendre que 10 techniques au maximum. Pour l'instant, il en possédait 3, la méthode mentale du clan Jin, son pas d'esquive et la technique de lance. Il pensa à jeter ce manuel bas de gamme, mais il se trompait lourdement. Le titre de soutien du clan n'était pas là pour faire joli, car même ce manuel-là, tiré au hasard, révélait une puissance hors du commun. À ce stade, Taeyong en vint à se demander quel genre de karma pourri il avait bien pu accumuler sur 8 générations pour mériter un sort pareil. Pourtant, être un « fils de bonne famille » n'avait clairement pas la même signification pour tout le monde. Car ailleurs, Jin Wikyung son aîné, travaillait encore dans son bureau alors que la nuit était déjà bien avancée. Non seulement les anciens de la famille lui mettaient la pression pour se marier, mais il devait aussi gérer les lubies nocturnes d'un vieil esprit agité, une présence obscure qui au lieu de dormir comme tout le monde, restait éveillé à trafiquer il ne savait quoi. La curiosité avait fini par le pousser à aller voir. Mais ce qu'il découvrit le laissa sans voix. Son petit frère, réputé pour mener une vie dissolue et oisive, s'entraînait en secret, seul en pleine nuit. Et avec une maladresse telle qu'il parvenait à se tordre la cheville et à se bloquer le dos dans le même mouvement. En le voyant ainsi, Wikyung sans même s'en rendre compte, laissa échapper un sourire attendri. Il avait la même expression qu'un vieux père fier devant les premiers pas de son fils. Mais ce que Wikyung ignorait encore, c'était que Taeyong allait bientôt s'épuiser à mort dans cette immense salle de lecture. Il peinait à croire que dans une bibliothèque aussi vaste, il n'y ait que si peu de véritables manuels d'arts martiaux. Heureusement, se disait-il, ce bon arien de frère n'avait pas osé toucher aux trésors ancestraux du clan. Le système lui-même critiquait les pas de déplacement du clan Jin comme étant trop monotones. Et même avec un système embarqué, Taeyong n'arrivait pas à les maîtriser correctement. Le moindre écart dans la trajectoire menait à l'échec, le moindre ralentissement était sanctionné. Il dut s'y reprendre jusqu'à l'aube pour enfin les exécuter sans faute. Cela faisait maintenant 5 jours qu'il était prisonnier du jeu, et la seule chose qu'il pouvait faire, c'était s'améliorer. Même les techniques de longévité nécessitaient du repos, alors avant de quitter la salle, il emporta un peu de lecture pour se divertir. Depuis qu'il s'était lancé dans la voie martiale, il dormait moins. Même les domestiques l'avaient remarqué. Pourtant, il restait toujours poli avec eux, et se montrait respectueux malgré son statut. Ce matin-là, alors qu'il s'apprêtait à demander s'il restait une pièce libre pour s'entraîner, ses yeux tombèrent sur une scène tellement gênante qu'il aurait voulu s'enfoncer sous terre, ou creuser avec ses orteils un 3 pièces dans le carrelage. Et pourtant, il réussit à faire comme si de rien n'était, rejoignant même la conversation sans broncher. Rapidement, la rumeur atteignit Wikyung. S'il savait garder son calme devant les autres, dès que les domestiques s'étaient éclipsés, il laissa tomber le masque.
Il était aussi excité qu'un lycéen apprenant que les examens venaient d'être annulés la veille des vacances. Mais tout ne se passait pas aussi bien dans les coulisses. Certains anciens, tapis dans l'ombre, observaient chacun de ses gestes avec une attention perfide. La moindre erreur, le moindre faux pas, et ils s'en serviraient pour lui arracher le contrôle de la famille. Même le garde du corps Wei Peng s'en mêla, tentant de lui conseiller un plan d'action. Mais Wei Qiong l'interrompit sèchement. Wei Peng ne lâchait pas l'affaire. Il savait que s'il échouait à protéger le troisième jeune maître, ce serait tout le clan qui en pâtirait. Lorsque les critiques devinrent trop virulentes, Wei Qiong n'y tint plus. Il décida de tout miser sur un dernier coup de poker, car lui, il avait vu quelque chose. Quelque chose avait changé en son frère. Depuis cette mystérieuse perte de mémoire, il n'était plus ce gosse arrogant et paresseux. Et au fond, Wei Peng partageait cet avis. Avant que le garde du corps n'ait le temps d'objecter, Wei Qiong donna ses ordres, il fallait assigner une salle d'entraînement secrète à Taiyong. Taiyong ne comprit rien à ces jeux de pouvoir. Quand il apprit qu'on l'envoyait encore quelque part, il explosa, il se jeta au sol, hurla, se roula par terre, protestant comme un enfant en colère. Jusqu'à ce que Wei Peng active son aura guerrière. Immédiatement, Taiyong se calma. À ce moment-là seulement, Wei Peng prit la peine de lui expliquer, par transmission mentale, que le plan consistait à le faire passer pour un prisonnier en détention préventive dans une salle d'entraînement, histoire de faire taire les anciens tout en assurant à Taiyong un lieu où cultiver son énergie sans pression. Au début, Wei Peng était resté cordial, lui annonçant qu'il serait retenu pendant 7 jours. Mais Taiyong avait tenté de négocier, une erreur. Wei Peng fronça les sourcils. Taiyong, comprenant le danger, changea immédiatement de ton. Sa rapidité d'exécution fut telle qu'elle en laissa le garde du corps, pourtant classé comme un expert légendaire, complètement interloqué. Et c'est ainsi qu'il se retrouva ligoté, traîné, puis enfermé de force dans une grotte de cultivation. Quelle vie! Tout avait commencé par une sieste, et à son réveil, il était dans un bordel. Et maintenant, il se retrouvait ficelé comme un rôti, enfermé dans une cellule d'entraînement comme un délinquant de bas étage. L'aîné, Jin Wei Qiong, s'était posté très tôt devant la salle d'isolement, attendant que son cadet soit enfin amené devant lui, les poignets liés, traîné comme un prisonnier. Lorsqu'il l'eut en face de lui, il demanda s'il reconnaissait ses torts. Taiyong, bien sûr, n'en avait aucune envie, mais sous le regard fixe de cette bête féroce en uniforme qui le surveillait de près, il n'eut d'autre choix que de baisser la tête et d'admettre sa culpabilité. Wei Qiong de son côté, s'était donné un mal fou pour ce frère ingérable. En public, il jouait la comédie jusqu'au bout, prenant l'air sévère et implacable. Il ordonna que Taiyong soit enfermé dans la salle de cultivation, précisant qu'il n'en sortirait qu'avec son autorisation. Aux yeux des domestiques et des gardes, ce geste passait pour un acte de droiture absolue, un sacrifice des liens familiaux sur l'autel du devoir. En vérité, tout avait été soigneusement planifié, toutes les ressources nécessaires à l'entraînement se trouvaient déjà sur place. Mais à peine retourné dans son bureau, l'homme qui affichait tant d'assurance laissait entrevoir une autre facette. Il tournait en rond, nerveux, marmonnant à voix basse que le « vieux démon », surnom affectueux de Taiyong, n'était toujours pas complètement rétabli. Il se demandait s'il tiendrait le coup, s'il s'habituerait à l'intensité de l'entraînement. Wei Peng, son garde du corps, fronça légèrement les sourcils. Pour un observateur extérieur, ces paroles auraient pu laisser croire que le troisième jeune maître souffrait d'une grave maladie. Wei Qiong, lui, se souvenait très bien de ce vol de ginseng centenaire dans la pharmacie familiale, l'an dernier. Et il priait pour que Taiyong n'ait vraiment rien à voir là-dedans. Mais dès que Wei Peng ouvrit la bouche pour évoquer cette vieille affaire, Wei Qiong l'interrompit aussitôt. Inutile de remuer le passé, affirma-t-il, ce n'était pas le moment. Ce dont il fallait vraiment s'inquiéter, c'était de l'extérieur. Le Moneng, l'un des grands clans d'épéistes, venait d'envoyer une délégation en visite. Ce n'était pas une coïncidence. Il y avait anguille sous roche. Il donna immédiatement l'ordre de verrouiller toutes les issues du pavillon de Shuangxi et de renforcer la sécurité. Pendant ce temps, Taiyong, qui ignorait tout de la crise imminente menaçant sa famille, s'était complètement plongé dans son entraînement. Une notification du système l'informa qu'il venait enfin de maîtriser la technique de la lance du clan Jin. De plus, en répétant l'entraînement, il pouvait augmenter ses attributs de base. Il se laissa tomber sur le sol, le souffle court. Ce lieu n'avait rien d'une cellule humide ou étroite. À sa grande surprise, la salle d'entraînement ressemblait presque à une suite de grands hôtels, lits tapissés de peaux de bêtes, arsenal complet accroché au mur. L'endroit était si confortable qu'on n'avait même plus envie de partir. Mais tout le confort du monde ne suffisait pas à calmer un estomac vide. Heureusement, il avait emporté des pilules de jeûne, des médicaments conçus pour supprimer la faim. Il les sortit de son inventaire. L'odeur était violente. Mais il avait trop faim pour faire le difficile. Il avala la pilule d'un coup sec, les larmes aux yeux, et sentit immédiatement son corps se renforcer. C'était une vraie bombe nutritive. Dans les minutes qui suivirent, il sentit ses attributs grimper en flèche. Il consulta ses stats, stupéfait, toutes ses capacités venaient de prendre +2. Pour la première fois, il bénit le système. Ce n'était pas une pilule, c'était de l'or en barre. Jusqu'à ce que son estomac se retourne. Vomissements, nausées, vertiges.
Il comprit trop tard qu'en abuser entraînait des effets secondaires, surcharge et perte de points. 1 heure plus tard, il reprenait l'entraînement de la lance, pestant intérieurement. Il avait sué sang et eau pendant 30 minutes pour gagner un ridicule point de maîtrise. Il eut envie de maudire les développeurs du système sur plusieurs générations. Mais à quoi bon? Se plaindre ne servait à rien. Il reprit l'exercice, avec une méthode différente. Cette fois, il ralentit chaque geste, il exécuta chaque mouvement avec une précision maniaque, comme s'il dansait au bord d'un précipice. C'est alors qu'une autre notification apparut, sa maîtrise des pas du clan Jin venait de s'améliorer. Il ne comprit pas tout de suite, puis réalisa que la technique de la lance et les pas n'étaient pas séparées, elles formaient un tout. Et plus il s'entraînait, plus il sentait son monde intérieur s'élargir. Il n'avait qu'une obsession, devenir plus fort. Son colocataire dans le monde réel venait de se réveiller. Et il avait remarqué que la ARK 2020 tournait toute seule. Il s'approcha et d'un geste retira le casque de Taeyong. Celui-ci émergea lentement du sommeil, comme si on l'extirpait d'un rêve. Son ultime attaque l'avait vidé de son énergie, l'avait laissé inerte. Mais dans ce court laps de temps, il avait atteint le niveau 13, amélioré ses techniques, et même reçu une bague magique. Elle apaisait l'esprit et améliorait la concentration, plutôt pratique. Quant à ses points d'attribut, il les avait tous investis en endurance et vitalité, parce que dans ce monde ou un autre, tenir la distance restait une valeur sûre. Ce regain de puissance le mit en joie. Pourtant, une pensée le hantait encore, ce visage odieux qu'il avait affronté. Il se demandait, si une revanche était possible, quelle en serait l'issue. Et comme si le système lisait dans ses pensées, une nouvelle fonction se débloqua, la simulation de combat. En mode entraînement, il pouvait invoquer des ombres d'anciens adversaires. Avec une limite, les ennemis de plus de 10 niveaux d'écart restaient inaccessibles. Il n'avait que 2 choix à ce moment-là. Évidemment, Taeyong sélectionna sans hésiter, le portier, le redoutable gardien qui l'avait humilié. Face à lui se dressa une silhouette fantomatique, la ressemblance était frappante. Même posture, même expression. Mais pour pouvoir engager le duel, il devait ajuster le niveau du fantôme. Il réfléchit un instant, puis opta pour une version moins puissante. Taeyong avait réglé la puissance de son adversaire à 50%. Il ne tenait pas à se faire démonter par une simple illusion. Pourtant, même en version amoindrie, le système avait parfaitement reproduit ce regard exaspérant, celui qui le poussait à vouloir frapper sans réfléchir. Il lança la première attaque sans attendre, un estoc précis, rapide comme l'éclair. Mais le fantôme ne se laissa pas surprendre, il esquiva l'assaut avec une aisance déconcertante, puis évita tout aussi facilement le balayage qui suivit. Cependant, Taeyong n'en resta pas là, il enchaîna les coups, sans répit, refusant de laisser la moindre fenêtre à l'ennemi pour reprendre l'avantage. À force d'insistance, il finit par le frapper à la tête. Victoire rapide. Ce qui l'étonna le plus, ce ne fut pas d'avoir gagné, mais la vitesse à laquelle il y était parvenu. 2 ou 3 échanges, et c'en était fini. Intrigué, il relança la simulation, mais cette fois-ci, il régla l'ombre sur 100% de ses capacités. Pendant ce temps, au domaine du clan Jin, un groupe d'invités indésirables fit son apparition. Montés sur de puissants destriers, armés de longs sabres incurvés à lame d'hirondelle, ils affichaient une arrogance assumée. Il s'agissait du Mont Heng, les ennemis jurés du clan Jin. Mais Taeyong, lui, était loin d'imaginer ce qui se tramait à l'extérieur. Il était totalement absorbé par sa séance de duel contre l'ombre reconstituée du redoutable portier. L'ennemi semblait au sommet de sa forme. Il se demanda si ce n'était pas juste une ressemblance physique, car à ce niveau de puissance. Comment était-il possible qu'apprendre 2 techniques seulement puisse lui conférer un tel pouvoir? Il en doutait. S'il suffisait qu'un adversaire s'effondre au premier contact, quel était l'intérêt du combat en simulation? Peut-être que le problème venait de l'arme? Il réfléchissait encore lorsque soudain, l'idée jaillit. Pourquoi ne pas transmettre ces techniques aux fantômes? Il confia donc la lance du clan Jin et son pas de déplacement au système, qui les attribua à l'ombre. À présent, le fantôme ne se contenterait plus de ressembler à un adversaire, il agirait comme tel. En plus, cela permettrait au système d'analyser en temps réel les défauts et les points forts des techniques. Là, enfin l'entraînement avait du sens. Mais cette foutue tête à claque continuait de l'énerver. Il se surprit à aimer ce moment. Il y avait quelque chose de grisant dans le fait de progresser, de comprendre ses propres limites, de les surpasser à coups d'entraînement intensif. Il commençait à s'amuser. Une lueur froide jaillit. L'ombre lança une attaque d'une précision chirurgicale, une pointe acérée fondant comme un dragon sur la gorge de Taeyong. Ce dernier esquiva d'un mouvement souple, tournoyant sur lui-même. Un saut, une rotation, yeux fermés et esquive parfaite. Il contre-attaqua, sa lance s'abattit sur l'ombre, combat terminé. À cet instant, son corps se mit à briller d'un halo lumineux. Il venait de passer au niveau 14. La maîtrise de la lance et des pas du clan Jin atteignait maintenant 40%, augmentant considérablement son potentiel offensif. En 5 jours, son progrès avait été fulgurant. Cela lui donna un regain de confiance. Si tout continuait à ce rythme, atteindre le niveau 30 ne serait plus un rêve. Peut-être pourrait-il enfin rentrer dans le monde réel, retrouver sa mère et sa sœur, et payer ce fichu loyer.
Il se mit à pleurer à genoux devant le vide, des larmes de soulagement et de promesses muettes. C'est alors que la porte de la salle de cultivation s'ouvrit lentement. Wei Peng, accompagné de 2 subordonnés, entra. Il venait le libérer. 5 jours s'étaient écoulés. Tai Yung n'avait rien vu passer, entièrement absorbé par son entraînement. Alors qu'il pensait retourner se reposer dans ses quartiers, Wei Peng lui annonça qu'il devait d'abord se rendre quelque part, un endroit important. Le grand hall des décrets. Tous les membres influents du clan Jin s'y étaient réunis, ainsi que les représentants du Mont Heng, une délégation d'importance. Tai Yung se gratta la tête. Mont Heng, ce nom lui disait vaguement quelque chose, mais il ne parvenait pas à se souvenir pourquoi. Puis, une intuition étrange surgit, il y avait anguille sous roche. Il tenta aussitôt de trouver une excuse pour gagner du temps. Mais Wei Peng, vif comme l'éclair, lui bloqua le passage. Son regard n'était plus celui du garde indulgent, il avait repris toute la rigidité d'un officier de haut rang. Il exigea une réponse claire. Tai Yung, glacé de sueur, bredouilla que oui, il l'écoutait, il était tout oui. Wei Peng poussa un long soupir, puis demanda d'une voix grave s'il avait réellement tenté de porter atteinte à l'honneur d'une femme du Mont Heng. Le cerveau de Tai Yung s'arrêta net. Qu'est-ce que ces gens racontaient encore, bon sang? Il tenta de se défendre, affirmant qu'il n'avait rien fait, mais Wei Peng ne semblait pas vouloir entendre raison. Tu n'as pas perdu la mémoire? Comment sais-tu que ce n'est pas toi, alors? Cette logique absurde le fit exploser intérieurement. Il lança une question ultime, à tes yeux, est-ce que j'ai l'air d'un type capable de faire ça? Il n'eut pas le temps d'ajouter quoi que ce soit. La réponse de Wei Peng, nette et sans hésitation, le frappa comme une gifle, oui. Il en resta bouche bée, pas même un soupçon de doute ou une once d'hésitation. Ce manque total de foi en lui l'enragea. Il fit volte-face, prêt à prendre la fuite. Mais Wei Peng l'interpella, l'appelant doucement « jeune maître ». Ce mot dans cette intonation, le cloua sur place. Tout le monde en parlait déjà, il n'avait même plus la force de fuir. Alors que Wei Peng poussait les lourdes portes du grand hall, le vacarme qui régnait s'éteignit immédiatement. Tous les regards se tournèrent vers Tai Yung, le grand héros du jour. Les émissaires du Mont Heng, les anciens du clan Jin, même son grand frère, tous le fixaient. Le poids des regards l'écrasait. L'atmosphère était si pesante qu'il en eut le souffle coupé. Ses pas étaient hésitants. Mais il avança malgré tout. Tai Yung tenta de garder contenance, même si 2 des plus grandes factions du monde martial étaient rassemblées dans cette même salle, même si chaque regard braqué sur lui semblait prêt à le juger et à le condamner, il savait qu'il ne pouvait reculer. L'homme a besoin d'honneur comme l'arbre de son écorce, il était hors de question de flancher. Mais soudain, une présence glaciale, sinueuse, presque reptilienne, se fit sentir dans son dos. Un frisson lui traversa l'échine. Par pur réflexe, il bondit vers l'arrière, échappant de justesse à une pression invisible. Lorsqu'il se retourna, son sang se glaça. Le type qui se tenait là ressemblait à un cauchemar éveillé. Une carrure bestiale, un regard de tueur, et surtout, un niveau 30. Un adversaire à la puissance écrasante, 2 fois supérieure à la sienne. Il comprit à cet instant que ce n'était pas qu'un conflit d'honneur, c'était un jugement. Un combat où il risquait tout, sa réputation, sa liberté et son avenir. S'il perdait, il n'hériterait pas seulement de la défaite, mais aussi du titre infamant de « prédateur lubrique ». Un nom qui le suivrait dans tous les recoins du Taiyuan. Mais il ne pouvait pas reculer, pas avec tous ces hauts dignitaires le fixant comme s'il était un idiot égaré sur une scène trop grande pour lui. Dans un souffle presque inaudible, il lâcha qu'il revenait de la maison des fleurs rouges. Il l'avait dit sans penser à mal, mais cette phrase suffit à mettre de l'huile sur le feu. Un dénommé Lee Seogun dont le visage exsudait la suffisance et la haine, s'avança alors pour le coincer davantage. Il l'interrogea froidement sur ses précédents déplacements. Tai Yung, incapable de répondre clairement, bredouilla, bafouilla, s'enferra dans ses hésitations. L'autre afficha un sourire moqueur. Et comme s'il attendait ce moment, Lee Seogun exhiba une pile de documents, témoignages, signatures, preuves écrites. Il affirma qu'avant même d'aller au pavillon des fleurs rouges, Tai Yung avait déjà réservé une chambre spéciale au pavillon de la lune claire, un acte prémédité, selon lui. Tai Yung voulut nier tout en bloc, faire comme s'il n'avait rien entendu, mais en feuilletant les soi-disant preuves, il fut abasourdi. La plupart des témoignages mentionnaient simplement qu'il avait été vu ivre, que des cris de jeunes filles avaient été entendus, et même qu'un des témoins connaissait le nom du chat du pavillon. Quelle mascarade! Comment peut-on appeler cette montagne de torchons des preuves? Il allait s'emporter, mais Lee Seogun lui arracha brutalement les papiers des mains, visiblement outré qu'il ose les critiquer. Tai Yung, lui, ne comprenait pas, aucun des témoins n'avait été présent sur les lieux au moment des faits. Il n'avait peut-être plus ses souvenirs, mais il n'était pas idiot. C'est alors que Lee Seogun furibond, hurla qu'il avait tenté de déchirer les vêtements de sa sœur, prêt à l'agresser. Et dans un geste de colère, il lui lança les feuilles en plein visage. Le choc de la scène fit se crisper Jin Wikyung, le grand frère de Tai Yung, qui faillit perdre son sang-froid. Tai Yung, lui, mit une seconde à comprendre ce qui venait de se passer. Puis l'indignation monta, brutale, bouillonnante, il n'allait pas laisser passer ça. Il leva la main, prêt à répliquer, mais l'aura du niveau 30 en face de lui rappela instantanément la réalité. Il ravala sa colère.
Lee Seo-gun lui cracha au sol avec mépris, profanant ses propres preuves, puis sortit son sabre devant l'assemblée. Il menaça Tae-young ouvertement, promettant de le faire payer. Tae-young sentait que quelque chose clochait. L'attitude de cet homme dégageait une hostilité trop précise, presque mécanique, comme si chaque geste avait été minutieusement programmé. Et soudain, le système s'imposa dans son esprit. Une quête spéciale venait d'être déclenchée, un duel contre Lee Seo-gun. S'il remportait l'affrontement, il obtiendrait le titre de vainqueur. En cas d'échec, il subirait de graves blessures, et recevrait le titre infamant de prédateur. Mais c'est quoi ce délire? Se battre contre un gars dont le niveau double le sien? Il fallait être fou. L'adversaire était en pleine possession de ses moyens, sûr de lui, et lui, il n'avait ni les souvenirs, ni les moyens d'en sortir vivant. Lee Seo-gun en rajoutait, s'il n'obtenait pas satisfaction, c'est le clan Jin entier qui allait en subir les conséquences. L'annonce mit le feu aux poudres. Les anciens de la famille outrée s'emportèrent contre lui. Quel culot! Venir ainsi proférer des menaces dans leur propre salle du conseil. Même si Tae-young était coupable, ce qu'il n'admettait pas, on ne venait pas dicter sa loi de cette façon. Mais Tae-young, lui savait bien que dans leur regard, le coupable, c'était lui. Et comme il fallait s'y attendre, le système actualisa immédiatement l'alerte. Si le duel était refusé, les deux factions entreraient en guerre, et Tae-young deviendrait l'ennemi des deux camps. Évidemment. Ce système maudit ne pouvait jamais rester en veille, pas une seconde. C'est à cet instant que Wi-kyung intervint, imposant le silence d'un seul mot. Il déclara qu'il était prêt à tourner la page, à une seule condition, que Lee Seo-gun retire ses accusations. Mais ce dernier, bien qu'ébranlé par l'aura de Wi-kyung, répondit qu'il agissait au nom du Moneng et que ses mots reflétaient la volonté du maître de secte. Alors Wi-kyung ne perdit plus de temps, il le fixa droit dans les yeux et exigea de connaître ses véritables intentions. Pris de court, Lee Seo-gun tenta de tergiverser, mais Wi-kyung coupa court. Et lentement, l'autre finit par révéler le fond de sa requête. Pour réparer l'offense, le clan Jin devait se retirer de tous les autres districts et se contenter de sa juridiction d'origine, à Jingzhou. La réponse de Wi-kyung fut nette, tranchante. Non, jamais le clan Jin n'accepterait une telle humiliation. Alors Lee Seo-gun lança l'ultimatum final, un duel ou la guerre. Un silence pesant tomba dans la salle. Murmures, tensions, regards échangés. Tae-young soupira. Il baissa les yeux vers les prétendues preuves éparpillées au sol, puis releva le regard. Peu importait la vérité, il ne voulait pas de justice, il voulait un prétexte. Alors il tendit la main. Sa longue lance se matérialisa, frappant le sol dans un éclat d'énergie. Il annonça calmement, « Très bien, tu veux te battre? Alors, battons-nous. Si quelqu'un te traitait de pervers, affirmait vouloir te piétiner jusqu'à te réduire en bouillie, que ferais-tu » Tae-young, lui, savait qu'il n'avait quasiment aucune chance de remporter ce duel. Pourtant, il avait accepté. Sur la plateforme d'affrontement, les regards étaient unanimes. Qu'ils viennent du Moneng ou des anciens du clan Jin, tous prédisaient sa défaite. Même lui le savait. En face, l'aura meurtrière suintait de Lee Seo-gun, tel un fauve en chasse. Tae-young, miné par une peur sourde, sombrait dans un état de doute profond, presque paralysé. C'est alors qu'une voix familière et calme s'insinua dans son esprit. Son frère Wi-kyung lui parlait par télépathie. Il lui assura qu'il pouvait se battre sans crainte, au moindre danger, il interviendrait. Tae-young comprit aussitôt, tant qu'il ne se faisait pas littéralement écraser en un coup, il n'y avait pas de quoi paniquer. En face, Lee Seo-gun conservait un calme glacial. Il se permit même de le railler, se moquant du « lâche » qui osait à peine lever les yeux. Tae-young savait que la meilleure option aurait été de refuser, mais cela aurait fait de lui un ennemi public pour les deux grandes factions. Il n'en serait pas sorti vivant. Tandis qu'en affrontant le danger, il gardait une infime chance de s'en tirer, voire de progresser. Il avait peur, mais il n'en montrait rien. Mieux encore, il alla jusqu'à dénoncer les contradictions de son adversaire, révélant que les accusations n'étaient qu'un tissu de mensonges. Ce n'était qu'un test, et Seo-gun y avait mordu à pleines dents. Son changement d'expression soudain, son trouble évident, avait suffi à alerter l'assemblée. Le masque s'était fissuré. Pris de panique, Seo-gun lança son attaque avant même que le combat ne soit déclaré. Un saut vertical tranchant comme une hache, Tae-young n'eut que le temps de bloquer. Le coup fut suivi d'une déferlante. Chaque frappe était plus brutale que la précédente, comme un orage s'abattant sur un champ sans défense, Tae-young peinait à tenir. Mais à mesure que les échanges se prolongeaient, quelque chose changea. Il commença à ressentir le rythme du combat, à percevoir les ouvertures, les failles. Et, l'espace d'un instant, il réalisa que son adversaire n'était pas si terrifiant. Profitant d'une erreur de posture, Tae-young laissa glisser sa lance sur le côté, se servit de l'élan de Seo-gun contre lui, et frappa à la tempe. Le coup était net et précis. Le silence qui suivit fut lourd. L'assistance, choquée, regardait le héros du Moneng chanceler. Lee Seo-gun furieux, voulut activer toute sa puissance, mais Tae-young n'était plus le même. Son regard brillait d'un éclat nouveau. Le mal-être, la peur, la honte, tout avait disparu. Il avançait sûr de lui, et l'on sentait dans sa posture l'arrogance du petit malin qui prend soudain le dessus. Le coup n'était pas qu'un heureux hasard.
Il venait marquer la fin de son état de faiblesse. Le système confirma que la condition « peur » avait été levée. Et dès cet instant, le combat devint unilatéral. Taeyong envoya Seogun valser à plusieurs dizaines de mètres. L'autre n'en revenait pas. Comment avait-il pu se faire renverser ainsi? Lui, le fils du chef du Moneng, celui qu'on qualifiait depuis l'enfance de génie de l'épée, cette arène devait être l'écrin de sa gloire, pas sa chute. Et pourtant, plus rien ne pouvait l'arrêter. Ses mouvements devenaient maladroits, désespérés. Le public du Moneng, outré, perdait tout contrôle. Certains disciples se levaient déjà, prêts à protester, à briser les règles. Et alors, quelque chose d'encore plus inattendu se produisit. Jin Wikyung le grand frère avait disparu. Un cri retentit. Un disciple du Moneng s'effondra, crachant du sang. En un instant, tous les autres s'apprêtèrent à riposter, mais la salle fut secouée par une force invisible. Wikyung réapparut bras levés, et d'un seul coup fit trembler le sol. Il venait de neutraliser un assaillant d'un geste, tous se figèrent. Ce fut à ce moment-là que les disciples du Moneng comprirent. Cet homme habituellement si courtois, si digne, était prêt à tout pour protéger son frère. Il n'hésiterait pas à rayer leur nom de l'histoire, s'ils allaient trop loin. Wipeng de son côté, tenta d'intervenir, de le faire reculer, mais Wikyung le repoussa d'un regard, il ne voulait plus entendre de conseils. Pour lui, il n'y avait plus qu'un fait à défendre, la justice pour son frère. Et Taeyong, lui poursuivait, il venait de désarmer Seogun, qui tremblait incapable de retenir les secousses de son bras droit. Le combat était déjà décidé. Il le savait, alors il prit la parole. Il conseilla à son adversaire de se rendre, continuer ne servirait à rien, c'était de la pure perte de temps. Mais Seogun, possédé par sa haine et sa fierté brisée, serra les dents, il tremblait de rage. Soudain, son ki se concentra tout entier dans sa poitrine. Il rugit et fonça sur Taeyong dans un ultime assaut désespéré. Celui-ci leva sa lance par pur réflexe. La pointe allait frapper Seogun en plein front, mais à ce moment précis, une idée fulgurante traversa l'esprit de Taeyong, et si je venais de le tuer? Le mot « guerre » clignota dans son esprit. Son bras se crispa, une peur glaciale le saisit. Pour éviter qu'un simple coup ne déclenche une guerre entre les deux grandes factions, Taeyong avait volontairement détourné sa frappe, se contentant de frôler le crâne de son adversaire, mais son geste de retenue ne lui valut aucune reconnaissance. Bien au contraire. Lee Seogun, fou de rage, poursuivit l'offensive. Heureusement, Taeyong réussit à revenir en garde et bloqua juste à temps l'attaque frontale. Pourtant, ce n'était qu'un leurre. Tandis que sa main droite faisait diversion, la gauche surgit dans son angle mort, une lame visant droit sa gorge. Une attaque aussi vicieuse que meurtrière. Mais même cette perfidie échoua, Taeyong esquiva de justesse. La lame lui entama à peine la joue, et un filet de sang coula, rien de plus. Lee Seogun en resta abasourdi, il venait de concentrer toute sa puissance dans ce coup final, et malgré cela il avait échoué. Son ultime tentative s'était soldée par un échec, et avec elle, toute chance de victoire s'était évaporée. Un dernier coup de poing, aussi violent qu'un coup de tonnerre, s'écrasa sur sa poitrine. Ses jambes fléchirent. Il tomba à genoux, puis s'effondra, inconscient. Sous les regards stupéfaits de la foule, Taeyong restait debout, haletant. Il avait tenu. Et il avait vaincu. Un sourire discret se dessina sur son visage. Le système implacable afficha alors une nouvelle notification, mission accomplie, titre de vainqueur obtenu. En plus de cela, sa maîtrise du ki venait de franchir un nouveau seuil. Désormais, il pouvait percevoir tout adversaire de niveau inférieur à 50. Sa puissance avait grimpé en flèche. Quelques jours plus tard, dans le bureau personnel de Wikyung, un tableau tremblait entre les mains de Wipeng. Il était furieux. Ce satané seigneur s'était encore une fois enfermé dans son délire de peinture. Il rayonnait de fierté, montrant son œuvre comme s'il s'agissait d'un chef-d'œuvre. Wipeng savait bien qu'en tant que garde personnel, il n'était pas censé critiquer, mais à cet instant, il craquait intérieurement. Toute la matinée avait été sacrifiée à ses gribouillages, et pendant ce temps, les affaires officielles s'entassaient sans fin. Comme pour l'achever, Wikyung sortit d'un geste théâtral une seconde toile de sa manche, il n'avait évidemment pas passé toute la matinée sur un seul dessin. Wipeng, bien qu'impressionné par les récents exploits du troisième jeune maître, refusait de cautionner un tel gaspillage. Déjà, son esprit imaginait l'avenir de ce gamin, un aigle, majestueux, déployant ses ailes dans le ciel. Il n'eut pas le temps de redescendre sur terre, qu'une colombe messagère entra précipitamment. C'était la kata. Et pendant ce temps, sur la route du retour, Lee Seogun s'était brusquement éveillé d'un cauchemar. Il transpirait à grosses gouttes, encore secoué par la défaite. Comment avait-il pu perdre, face à ce type, un habitué des bordels? Sa main glissa sur son front, une douleur aiguë. Il comprit alors que quelque chose n'allait pas. Dans l'ombre derrière le rideau, un homme en noir observait. Terrifié, Seogun se retourna brusquement, pour découvrir un assassin. Un « vieux 6 », comme on les appelait dans la pègre. Le type restait là silencieux, à le regarder comme un prédateur amusé par les convulsions de sa proie. Le poison commençait déjà à faire effet, du sang jaillissait de ses orifices. Seogun voulut se débattre, mais l'homme en noir fut plus rapide.
Il lui saisit la gorge d'une main, l'empêchant de pousser le moindre cri, puis, avec un geste net, retira l'aiguille toxique qu'il avait plantée, et disparut, sans un bruit, comme s'il n'avait jamais existé.